On va pouvoir commencer. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous en cette fin d'après-midi pour ce deuxième webinaire de Prociva. Alors pour commencer, je vais juste de dire deux mots sur Prociva France pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors Prociva France, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique depuis 2013. Elle regroupe globalement des gestionnaires, des propriétaires et de manière vraiment générale des passionnés qui vont pratiquer et faire la promotion de, de la sylviculture qui est donc dite mélangée à couvert continu. Le cœur d'activité de Prociva finalement se situe sur le développement de la technique de cette sylviculture, mais principalement sur le partage de connaissances à travers des sessions de formation, des tournées en forêt ou encore la publication d'études techniques et bien sûr l'animation d'événements portant sur cette sylviculture. Donc finalement, à Prociva, on cherche à savoir-faire et à faire savoir la SNCC. Et donc aujourd'hui, c'est Marlène et moi qui allons vous accueillir à l'occasion de ce webinaire qui est donc dédié euh, à la valorisation des bois issus de sylviculture mélangée à couvert continu. Donc en fait, on est parti du constat de départ que on se trouve dans un contexte de fortes incertitudes face au changement climatique. Et donc, dans ce contexte-là, les acteurs de la filière forêt-bois s'interrogent donc de plus en plus sur l'adaptabilité de la filière à la ressource en bois disponible. Donc, en fait, entre dépérissement et récolte de crise, on va avoir le développement d'autres formes de sylviculture qui vont tenter en fait de faire face à ces bouleversements-là, notamment en diversifiant en forêt, autant sur les diamètres que sur les essences. Voilà, donc c'est notamment le cas de la SMCC. Et donc, c'est autour de tous ces questionnements-là que nous avons souhaité donner la parole aujourd'hui à nos deux invités. Donc, je donnerai dans un premier temps la parole à Maxence Arnoux, qui est enseignant-chercheur à AgroParisTech. Et donc, Maxence tentera d'apporter des éléments de compréhension sur les dynamiques actuelles et donc les défis du secteur dans ce contexte justement de changement climatique et d'incertitude croissante. Et ensuite, la parole sera donnée à Yvain Brochot, donc notre deuxième invité aujourd'hui. Yvain est l'un des trois associés à l'initiative donc de la scierie Forêt Vivante. Cette scierie, elle se situe dans l'Aisne et elle a de particulier donc sa volonté d'une part à valoriser du bois local et d'autre part à valoriser du bois qui est issu de forêts gérées en sylviculture mélangée à couvert continu. C'est une ambition qui est donc naissante dans une filière qui est encore assez uniformisée et où l'origine des bois valorisés est encore peu questionnée. Euh, donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Maxence. Merci Margot pour l'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Maxence Arnoux. Je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un état des lieux sur la valorisation et la commercialisation des bois en France. Donc ce webinaire va se passer en trois parties, hein. Donc je vais permettre de faire une présentation assez large sur ce sujet en rappelant le contexte, les grands chiffres clés, quelques perceptions et ressentis des acteurs. Et puis ensuite, on aura une deuxième partie où nous aurons Yvain, directeur d'une scierie qui transforme des bois issus de SMCC. Et donc, on aura une petite interview sous forme de questions-réponses pour amener de la pratique à cet exposé. Donc, je vais démarrer tout de suite par le contexte. Donc, aujourd'hui, hein, le contexte forestier, nous pouvons l'appréhender sous trois piliers, trois constats. Tout d'abord, le premier, c'est que nous sommes dans un contexte d'incertitude dû au changement climatique. Contexte d'incertitude qui est caractérisé par des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et forts, qui amènent un contexte d'incertitude où prendre une décision aujourd'hui en sylviculture devient extrêmement compliqué. Le deuxième constat, c'est que nous avons une multitude d'échelles territoriales à gérer et à articuler entre les échelles nationales, régionales, locales. Et donc pour les acteurs sur le terrain, il est parfois compliqué d'articuler l'ensemble de ces échelles dans la prise de décision. Et puis, le troisième constat, c'est que nous sommes dans un écosystème d'acteurs complexes, avec aujourd'hui
valoriser la multifonctionnalité devient assez compliqué parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs euh, qui ont des opinions, des intérêts divergents. Et donc, on définit cet écosystème-là comme ces territoires d'acteurs-là comme des écosystèmes multi-usages et multi-objectifs où la divergence d'opinion engendre quelques conflits. Ça, c'est les trois piliers. Ces trois piliers, on les a, donc on parle de France, en France métropolitaine. Pour rappel, hein, en France métropolitaine, la forêt couvre environ un tiers du territoire, 31% du territoire, avec 75% de forêt privée et 25% de forêt publique. Donc, c'est ce qu'on a à gauche de l'écran. Euh, donc, forêt publique, forêt domaniale et forêt des collectivités, principalement communales. Et puis, en forêt privée, sur la carte, vous voyez une distinction avec des forêts privées avec PSG et puis des forêts privées sans PSG, donc pour plan simple de gestion. Donc, voilà, avec une particularité de la forêt française qui est un morcellement assez fort dans certains territoires. Et puis, notre chiffre assez important, c'est que bah, depuis pas mal d'années, on a une surface forestière qui ne cesse d'augmenter, avec aujourd'hui une atteinte d'environ 17 millions, un peu plus de 17 millions d'hectares. Quand on parle de valorisation et de commercialisation des bois, on parle de mobilisation des bois et d'un schéma de mobilisation des bois avec plusieurs étapes que vous avez sous les yeux, où on part de la planification de la récolte, hein, donc dans nos documents de gestion, un diagnostic de la forêt, des objectifs et puis un programme d'intervention. On passe par des étapes d'exploitation forestière avec à la fois l'organisation, la gestion de chantier, le triage et la valorisation des produits, le transport de bois et puis la livraison aux industries. On va s'arrêter aux industries de première transformation. Et puis à chaque fois avec des possibilités de commercialisation qui vont être différentes. Commercialisation sur pied, où on va vendre la matière première, façonnée au bord de route, où on va vendre la matière première après exploitation, et puis une possibilité de commercialisation rendue usine, c'est-à-dire les produits livrés sur le parc agrumes de l'industrie. Quand on parle de valorisation et de commercialisation, on parle aussi de filières forêt-bois, donc avec beaucoup d'acteurs concernés. Donc, sur la slide, vous avez une répartition de l'amont à l'aval, avec plutôt à l'amont propriétaire, gestionnaire, une partie ensuite exploitant forestier, entrepreneur de travaux forestiers, et puis ensuite toute la partie aval, où là on est dans l'industrie, première transformation, le sillage par exemple, et puis ensuite, seconde transformation. Et puis, on va aux surfaces de bricolage, aux grandes surfaces de bricolage, hein, Leroy Merlin, Castorama, qui, eux, vendent les produits finis euh, au- au- directement au consommateur final. Ça, c'est pour la partie plutôt opérationnelle. On a la partie aussi institutionnelle, avec trois typologies. Euh, L'État et les opérateurs, les interprofessions, et puis quelques conseils de gouvernance à droite de l'écran, avec un niveau national, et puis ensuite une déclinaison au niveau régional, donc ce qui permet aussi de structurer la filière, mais d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue politique publique et politique territoriale. Quand on parle de filière, maintenant, ben, on parle aussi de filière et d'acteurs qui ne sont pas forcément concernés par la filière. On voit qu'aujourd'hui, la, la décision de récolte, ou en tout cas de valorisation des bois, on voit qu'elle doit s'articuler entre différents filtres d'acteurs. On voit de plus en plus qu'il faut articuler dans les territoires les objectifs d'un propriétaire, le savoir-faire technique du gestionnaire et puis les attentes des acteurs des territoires. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, bah, la récolte du bois, hein, dans certains territoires, elle est questionnée, elle est discutée. Donc, de plus en plus, voilà, on prend en compte aussi les acteurs qui ne sont pas forcément acteurs clés de la filière, mais qui peuvent influencer justement la décision de récolte, les usagers de la forêt, les citoyens et d'autres acteurs. Alors maintenant, quelques chiffres concernant la récolte. En France, la filière forêt-bois, tout secteur confondu, c'est environ 400 000 emplois. Donc, la filière forêt-bois, c'est dans certains territoires ruraux la filière qui contient le plus d'emplois et qui est la première source d'embauche. Et puis, c'est environ par an voilà, 38 millions de mètres cubes de récolte alors commercialisés qui passent dans les circuits de commercialisation, parce qu'on verra après qu'il y a environ 20 millions de mètres cubes autoconsommés, mais j'y reviendrai après. Mais en tout cas, dans les circuits de commercialisation, on est à 38 millions de mètres cubes avec environ voilà, 19 millions de mètres cubes de bois d'œuvre.
10 millions de mètres cubes de bois d'industrie et puis 8 millions de mètres cubes de bois énergie, avec en dessous des exemples, hein, sciage, mérin, plaquage contreplaqué. Bois d'industrie, on est sur de la pâte à papier et du panneau. Et puis un petit schéma à droite pour voilà, qu'on soit tous en phase avec le bois d'œuvre, hein, qui est la bille de pied, bille sur bille, hein, donc ce qu'il y a en marron. Ensuite, quand on va arriver sur, après la découpe de la bille, on va arriver sur des diamètres un peu plus petits, un peu plus noueux. Donc on va être plutôt sur du bois d'industrie, pâte à papier, panneau. Et puis ensuite, jusque 7 cm fin bout. Avant 7 cm fin bout, on va être sur du bois énergie. Et puis après, tout ce qui est en dessous de 7 cm fin bout, ce sont des rémanents qui sont voilà, normalement la plupart du temps laissés en forme. Quelques chiffres aussi sur des tendances. On voit hein, à gauche de l'écran, depuis 2001, là, le million de mètres cubes, hein, le bois d'œuvre qui stagne à peu près sur le million de mètres cubes commercialisé, le bois d'industrie également. Et puis on voit une augmentation, une tendance hein, qui augmente, une augmentation de la valorisation du bois énergie qui atteint presque voilà, quasiment les mêmes chiffres que le bois d'industrie. Et puis à gauche, on a les chiffres, hein, donc on revient sur, donc ça c'est en 2022, on revient sur nos 40 millions de mètres cubes commercialisés. 20 millions de mètres cubes autoconsommés, c'est-à-dire que bah, par an en France, on a environ 20 millions de mètres cubes qui ne passent pas dans les circuits de commercialisation. C'est-à-dire que c'est le propriétaire qui va dans sa forêt pour son bois de chauffage, par exemple. Hein, donc ça rentre dans ces 20 millions de mètres cubes autoconsommés. Voilà, et puis avec les chiffres que je viens de dire, et puis vous avez aussi les essences, avec en dessous, eh bien on le voit, hein, plus de bois d'œuvre résineux récoltés que de bois d'œuvre feuillu, hein, 14,7 millions et 5,3 millions pour le bois d'œuvre feuillu. Si on précise avec les essences, hein, donc on voit sur les bois d'œuvre feuillus les essences principales qui sont commercialisées. On a les chiffres en 2021 et 2022. Donc le chêne, le hêtre et puis le peuplier, hein, qui sont voilà, trois essences euh, majoritairement valorisées en France. Et puis en résineux, le sapin, l'épicéa, le pin maritime et le douglas. En bois d'industrie, voilà, on est à peu près équivalent entre feuillus et conifères, un petit peu plus pour le résineux, mais on est quand même sur des, voilà, par rapport au bois d'œuvre, on reste sur des proportions assez équitables. Par région, en 2022, donc on va retrouver les régions on va dire les plus productifs de bois. On va retrouver la Nouvelle-Aquitaine en résineux avec le pin maritime, par exemple. On va retrouver le Grand Est, voilà, aussi, entre voilà, une forêt assez diversifiée, feuillus résineux. La Bourgogne-Franche-Comté aussi, avec un peu plus de résineux avec le Haut-Jura. Mais on retrouve, voilà, sur ce tableau-là, voilà, les régions qui sont un peu plus productives, ou en tout cas, qui valorisent en volume plus de bois. Un petit focus sur les prix aussi, qui est intéressant quand on parle de valorisation et commercialisation du bois. Donc à gauche de l'écran, la tendance des prix, alors toute essence confondue. On voit une petite baisse hein, à noter depuis 2021-2022, hein, la courbe qui baisse. Et puis on la retrouve à droite de l'écran. Donc j'ai pris deux exemples, le chêne et le Douglas. Donc sur le chêne, on voit aussi hein, une baisse des prix hein, en 2021-2022. Alors je vous ai mis hein, voilà, petit texte à droite. On avait atteint un record hein, en 2022 à 271 euros le mètre cube. Mais là, voilà, on est plutôt retombé à 235 € le mètre cube en 2023. Donc, c'est des prix moyens. Ça peut dépendre aussi des territoires, mais c'est une moyenne globale. Ce qu'on remarque en chaîne, c'est que bah, les belles qualités, on arrive toujours bien à les vendre. Par contre, c'est vrai que sur voilà, des produits un peu moins bonne qualité, ça devient un peu plus compliqué. Pour le Douglas, on a vraiment une baisse hein, de moins 17% en 2023 par rapport à 2022. Voilà, encore une fois, ça peut dépendre des territoires, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve. Un sujet majeur qui nous préoccupe, c'est l'état sanitaire des forêts, où on constate valorisation de bois, des dépérissements majeurs, et puis donc derrière une valorisation de bois dépérissant plus en plus importante actuellement. Les projections futures nous donnent aussi bah, des tendances qui amènent à dire que ben, on aurait dans le futur de plus en plus de bois dépérissant mis sur le marché, comme le montre par exemple cette carte en bas à gauche qui montre voilà, le taux d'arbres forestiers qui sont en train de dépérir, et puis à droite une projection climatique sur le hêtre avec différents scénarios.
Pour illustrer ça, la région de Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, elle permet d'illustrer ça avec des sécheresses à répétition et puis la crise des scolytes, où on constate une proportion de bois dépérissant récolté et commercialisé en augmentation. Euh, Ce qui nous amène à, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué à prévoir et estimer les volumes de bois qui seront récoltés. On a du mal à planifier la récolte parce que avec ce contexte d'incertitude, c'est compliqué de prévoir ce qui va nous arriver. Donc, on a vraiment du mal à planifier la gestion d'une part et la récolte d'autre part dans le temps. Et puis, on a des phénomènes de marchés locaux qui sont engorgés parce qu'on a de plus en plus de bois sur le marché, mais pas forcément derrière la demande associée. Donc, ça nécessite de s'organiser, que la filière s'organise à d'autres échelles pour pouvoir écouler et valoriser le bois des propriétaires. Donc ça, c'est pour un petit état des lieux voilà, de la situation actuelle. Pour compléter cet état des lieux, je me permets de présenter, euh, voilà, par rapport à des projets de recherche qu'on a menés, quelques besoins exprimés de la part des acteurs sur le sujet de la valorisation et commercialisation des bois. Donc, c'est des projets de recherche qu'on a menés donc, dans deux territoires, le nord de la France et le Grand Est. On a été interviewé des acteurs, donc propriétaires et gestionnaires et transformateurs sur le sujet. Moi, je vais vous présenter des tendances qu'on a identifiées, des tendances convergentes. Encore une fois, c'est dans deux territoires. On n'a pas interviewé tous les acteurs, donc c'est des résultats à prendre avec précaution. C'est pas généralisable. C'est pas généralisable. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques tendances sur deux terrains qu'on a sur lesquels on a mené des projets de recherche. Donc, la première tendance qui se dégage, c'est que les acteurs nous ont dit, il faut absolument voilà, qu'on essaye de maintenir les capacités de production de la forêt dans le contexte incertain et changeant. Je disais, voilà, c'est compliqué hein, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Par contre, il y a une tendance à un besoin, une demande en bois qui va, de la part de la société qui va augmenter. Donc, on va essayer de maintenir ces capacités-là, mais on n'est pas du tout sûr de pouvoir le faire. De pouvoir le faire. Donc ça, c'était vraiment un besoin de leur part, mais sans forcément trop de moyens pour y arriver. Deuxième point qui était important et qui était assez convergent, c'est le développement, lorsque c'est possible, des contrats d'approvisionnement. Donc je rappelle, hein, les contrats d'approvisionnement, c'est un accord entre un fournisseur et un client sur un cahier des charges, donc essence, qualité, dimension, un prix, une période, un volume, un cadencement, et puis des modalités de paiement, voilà, pour commercialiser le bois. Donc pour les propriétaires, ça permet d'alimenter une filière hein, de proximité dans une logique de circuit court et de filière locale, de contribuer au maintien des outils industriels locaux et donc au maintien de l'emploi qui est dans certains territoires ruraux, encore une fois, très important, de mieux maîtriser l'exploitation parce que les contrats d'approvisionnement sont bord de route ou rendus usine, et puis de garantir une vente des bois triés et optimisés. Pour le côté industriel, ce qu'on avait identifié, c'était que ça permettait de concentrer les achats des matières premières sur des besoins précis, parce qu'il y avait vraiment voilà, un cahier des charges adapté à leurs besoins, sécuriser une partie de leur approvisionnement, un gain de temps parce que il nous disait on est moins obligé d'aller visiter des coupes pour préparer les ventes. Là, on a un volume qui arrive livré directement chez nous au parc agrumes. Et puis, ça me permettait d'améliorer la visibilité sur les volumes en vue d'investissements futurs. Alors, même si les contrats d'approvisionnement sont annuels, voilà, ça permettait quand même d'avoir une visibilité, même si tout à l'heure, comme je l'ai dit, sur des bois de qualité aujourd'hui, ça devient compliqué, parce qu'encore une fois, avec les bois dépérissants, c'est de plus en plus compliqué de prévoir l'avenir. Par contre, on a beaucoup d'acteurs qui nous disaient, sur des produits comme du papier, du panneau, avec les bois dépérissants qui vont arriver, on est capable de pouvoir, là pour le coup, sur des bois d'industrie, planifier une, un, un peu plus, d'être sûr sur les volumes en tout cas qui vont arriver sur le marché. Alors que sur les bois de qualité, ça devient compliqué. Un autre point qui était assez convergent, c'est soigner l'image de l'exploitation forestière. Voilà, il y avait une conscience aussi des acteurs de dire, sur aujourd'hui, sur le contexte actuel, et puis une société qui questionne de plus en plus l'exploitation et la récolte de bois. Donc vraiment soigner l'exploitation forestière, la qualité visuelle, et puis notamment écologique des exploitations, c'est ce qui a été cité par les acteurs. Soutenir les entrepreneurs de travaux forestiers qui, sans eux, on pourrait pas récolter. Donc,
On constate aujourd'hui un manque d'attractivité du métier, nombre d'entreprises en baisse. Donc, il y a tout un travail et une volonté de soutenir ce métier-là. Et puis parce on a besoin d'eux aujourd'hui pour récolter et pour valoriser nos bois. Un autre point, c'était améliorer la communication avec la société sur la consommation des produits bois pour une meilleure valorisation. Et beaucoup d'acteurs ont cité, bah, aujourd'hui, on a des projets sur la filière. On arrive bien, voilà, on va faire des projets de la ressource jusqu'à la première transformation, mais on devrait aller chercher des partenariats avec notamment les grandes surfaces de bricolage qui, eux, ont accès au consommateur final. Parce que, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, on parlait avec une grande surface de bricolage sur du bois scolité, par exemple, qui est un peu bleui, bah, on a plus de mal à le commercialiser, ou sur du hêtre qui a le cœur rouge, c'est la même chose. Alors que parfois, on est sur quand le bois est sain, on est sur la même résistance mécanique. Donc, globalement, on pourrait faire des produits de même qualité mécanique, mais parfois, c'est l'esthétique qui va ne pas nous permettre de valoriser ces bois. Donc il y a voilà, une amélioration de la communication sur cet aspect-là. Puis le dernier point, c'était avoir une réflexion sur la valorisation des bois dépérissants. On a une Syrie, par exemple, qui nous a dit, moi, le hêtre dépérissant aujourd'hui, qui est un petit peu, voilà, on a des hêtres un petit peu noircis, un petit peu grisés, on a sur des commandes très ponctuelles des choses très intéressantes à faire, voilà, esthétiquement. Mais par contre, on n'a pas des volumes assez importants. Donc, il y a peut-être voilà, des circuits de commercialisation, des moyens de valoriser les bois, peut-être en plus petite quantité, pour pouvoir valoriser ces bois-là. Mais aujourd'hui, sur des marchés, pas de masse, mais des marchés où il y a besoin de gros volumes, bah, les bois dépérissants, c'est compliqué parce que ça amène des motifs, des qualités différentes au bois et avec des volumes en tout cas avec une hétérogénéité derrière dans les aspects de valorisation. Donc ça, voilà, c'était pour illustrer quelques tendances et puis pour conclure quelques éléments importants et questionnements que je voulais soumettre. Donc, vous l'avez compris, un contexte incertain et changeant, avec des projections qui montrent des événements climatiques extrêmes à venir de plus en plus forts et fréquents, hein, comme le montre Météo France voilà, sur la slide ici. Donc, on peut s'attendre à avoir de plus en plus de bois dépérissant sur le marché. Donc, comment gérer cette situation? Comment gérer ces situations de crise permanente? Parce que on a été aujourd'hui en gestion de crise plutôt ponctuelle et on commence à aller vers une gestion de crise permanente hein, dans certains territoires. Donc, comment gérer cette situation? Deuxième élément de questionnement, on a des sources qui nous disent, bah, d'après les projections, la demande en bois va augmenter au niveau mondial. Euh, Est-ce qu'on arrivera à maintenir les capacités de production de la forêt et à répondre à cette demande en bois? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'il faut y répondre? Comment? Si oui, comment? Mais avec le contexte dans lequel on est, bah, compliqué de maintenir ces capacités-là. On voit qu'il y a de plus en plus de besoins de concertation et d'échange avec l'ensemble des acteurs de la filière pour avoir des projets vraiment construits sur l'ensemble de la filière, mais aussi avec les acteurs qui ne sont pas forcément concernés par la filière pour articuler vraiment différents filtres. Donc, on a vraiment besoin d'une co-construction avec multi-acteurs pour pouvoir mieux organiser cette valorisation des bois. Peut-être aussi qu'elle soit parfois, dans certains territoires, mieux acceptée par la société. Donc, il y a vraiment une articulation à avoir entre acteurs de la filière et puis acteurs plutôt de la société. Et puis, bah, on est dans un contexte de gestion multifonctionnelle voilà, qui nous pousse aujourd'hui à innover pour que la forêt puisse assurer la provision de tous les services, de ne pas raisonner la forêt hein, uniquement sous l'angle de la production. C'était le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais je conclus en disant que bah, aujourd'hui, on raisonne de façon systémique, on devrait raisonner de façon systémique pour valoriser la multifonctionnalité. Et donc, la question qu'on peut se poser bah, aujourd'hui, c'est comment on gère et on organise la provision de tous ces services dans un contexte changeant où bah, voilà, on souhaite concilier le loisir, la biodiversité, la production de bois, la ressource en eau de qualité et tout ce que peut nous procurer la forêt. Donc, c'est aussi un questionnement que l'on a et derrière, bah, des moyens pour, euh, pour mettre ça en œuvre. J'en ai terminé pour maintenant, donc voilà, pour ce panorama, cette introduction pour ce webinaire d'une vingtaine de minutes.
Maintenant, on va passer à un côté un petit peu plus pratique. Quelle opportunité maintenant, quelqu'un comme Yvain Brochot, qui est directeur de la scierie Forêt Vivante, qui va se présenter, quelle opportunité peut-il apporter aux forêts gérées en SMCC? Et ça va permettre, voilà, d'amener de la pratique et de l'opérationnalité à cet exposé-là. Donc, ça va se passer plutôt sous forme d'interview. Donc, Yvain, tu es là. Alors, Je suis là. Yvain, donc on a préparé, alors j'ai préparé quelques questions avec Marlène et, euh, et Margot. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter ton entreprise et le modèle économique dans lequel tu t'inscris? Tout à fait, ouais. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis Yvain Brochot, je suis président de la SAS Scierie Forêt Vivante. Donc c'est une scierie qui vient de se monter dans l'Aisne. Euh, pour faire un peu mon parcours, moi je viens de la forêt, de la gestion forestière, euh, par de formation du début de ma carrière, où j'ai travaillé un petit peu à l'ONF et après j'étais enseignant en technique forestière dans une école forestière dans le sud de la France il y a bien longtemps. Après, j'ai fait des choses très différentes. J'ai monté une société coopérative de fabrication et location de toilettes sèches. Et dans ce cadre-là, on a voulu construire des unités de toilettes en bois local. Et c'était très compliqué parce que dans la région de la Picardie, il n'y a plus beaucoup de scieries. Il y en avait encore un peu plus il y a 10-15 ans, mais il n'y en a vraiment plus beaucoup. Donc de là, on est arrivé en fait avec des amis à acheter une scie mobile pour pouvoir nous-mêmes produire nos propres sillages. Et de cette aventure-là est venue l'idée en fait de créer une scierie à plus grande échelle et qui pourrait garantir différents aspects. Donc c'est comme ça voilà, qu'est née l'idée de la scierie Forêt Vivante euh, qui vient d'ouvrir. C'est un projet qui a mûri sur 5 années. Et là, on a ouvert, on est en production depuis le mois de septembre. Donc, c'est une série qui a quelques particularités. En gros, on a eu l'idée et l'envie de garantir trois aspects sur les bois. Donc, premièrement, la localité. Donc, c'est-à-dire qu'on transforme que des bois locaux avec un rayon d'appro de maximum 100 km à vol d'oiseau autour de la scierie, avec une bonne partie qui est bien plus plutôt du rayon de 50 km. Ça, c'est pour la localité. Après, la traçabilité, donc c'est-à-dire que en fait, on est en train de monter un système qui permet de suivre les bois de la forêt jusqu'aux produits finis qui sont pas que des sillages, que c'est une scierie menuiserie. Donc l'idée, c'est quand même de valoriser les bois au maximum et au maximum sur le territoire. Donc on va jusqu'à la transformer. En gros, on est un peu spécialisé dans la fabrication de terrasses, bardages et des bois d'aménagement, quoi. Donc on fait une étape de transformation en plus après le sillage, tout en étant aussi une scierie et vendant aussi des sillages. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir garantir, jusque par exemple, si on vend des lames de terrasse, de pouvoir dire au client par quelle forêt elle vient précisément et d'essayer de raconter l'histoire de cette forêt, de faire du lien vraiment entre voilà, le consommateur final et la forêt et la sylviculture. C'est là où j'en vois au troisième point que nous, on nomme biodiversité, c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu garantir des bois issus d'une sylviculture mélangée à couvert continu. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une sylviculture qui permet, comme ça a été évoqué juste avant, de concilier différents aspects de la Syrie, pardon, de la sylviculture en garantissant une biodiversité plus élevée que les systèmes de sylviculture plus industriels, en permettant la multifonctionnalité des forêts, voilà, que ce soit des fonctions de production, des fonctions de protection des écosystèmes, des fonctions sociales, pardon. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être acteur de la gestion forestière en étant consommateur de bois. C'était un peu comme l'idée du bio dans l'agriculture, quoi, voilà, de pouvoir faire le lien entre toute la chaîne et de pouvoir savoir quelle responsabilité on avait en tant que consommateur de bois final et de savoir d'où ça vient, comment c'est produit. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est toute cette idée-là. C'est une idée, c'est une série qui fonctionne aussi dans on va dire, un système de limitation de son impact écologique, ou au sens où on a
fonctionnent sur des panneaux solaires, elles fonctionnent aussi sur un recyclage des déchets pour les séchoirs, la chaleur, avec des systèmes de récupération d'eau. Voilà, bon, il y a toute une idée comme ça globale de limitation de l'impact, que ce soit dans la consommation de bois, mais aussi dans le fonctionnement. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. C'est pas une énorme, c'est une belle scierie, une belle réalisation, mais qui n'est pas énorme parce qu'on va scier entre 3 et 5 000 mètres cubes de bois par an. C'est pas tout petit, mais c'est pas non plus énorme comparé à ce qui peut exister. Donc voilà pour la présentation un peu rapide de la scierie. Merci Yvain. La deuxième question qu'on voulait te poser, c'est toi par rapport au contexte actuel, d'incertitude, contexte changeant, quel est ton ressenti et ta perception? Comment ça t'impacte au quotidien dans ton activité? Bah, le concept d'incertitude, on le ressent bien au sens où donc nous, on est en Picardie, on est dans des endroits où il y a des très belles forêts, très fertiles, mais il y a pas mal euh, de dépérissements aussi qui ont eu lieu ces dernières années, hein, surtout sur les 3 4 dernières années. Alors, c'est pas les résineux, les bois scolytés, mais il y a eu des dépérissements sur les chênes, le frêne qui est très très dépérissant, moi, ça, tout le monde le sait, mais et même aussi sur les châtaigniers dans la région. Moi, voilà, donc on est concerné par ça déjà en tant que citoyen, bah, en voyant bien l'impact sur certaines forêts. Et puis bon, nous, en tant que scieur, on est concerné parce qu'on peut être amené et on est amené à acheter des bois dépérissants. On essaie de le faire aussi pour essayer de les transformer quand c'est encore possible. Et donc, là, dans nos premiers achats, on a été amené à acheter ce genre de bois pour essayer de les valoriser. Donc, ça marche en fait, ça peut marcher avec une certaine souplesse. Nous, c'est vraiment notre modèle, il est plus dans la souplesse que dans l'industrie lourde, quoi. On va essayer de garder un peu de souplesse justement voilà, pour pouvoir transformer ce genre de bois c'est assez important de le faire. C'est possible dans une certaine mesure. Après, si les bois ils sont trop abîmés, on prend aussi beaucoup de risques sur des chênes dépérissants qui peuvent être piqués. Les châtaigniers, c'est pareil. Les frênes avec la calarose, voilà, ça a des impacts quand même ça peut avoir des impacts sur la qualité des bois, mais c'est pas impossible de le faire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est confronté et que voilà, tout le monde va y être confronté. Comme tu l'as dit, Maxence, c'est clairement quelque chose qui existe. Après, nous, on habite la forêt, la Syrie, elle est au cœur d'une forêt importante qui est le massif de Saint-Gobain dans l'Aisne. Et par rapport aussi, tu parlais des tensions qui pouvaient exister liées au multi-usage de la forêt. Et ouais, ça, c'est quelque chose auquel on est confronté. On a beau être en zone très rurale, ça ne concerne pas que la région parisienne et les forêts d'Île-de-France, mais je sais que chez nous, il y a quand même voilà, des conflits sociaux très forts autour des coupes à blanc, des choses comme ça. Donc, c'est pour faire le lien aussi avec la sylviculture à couvert continu, quoi. C'est quelque chose que, en tant que citoyen, on ressent aussi. Et voilà, c'est aussi pour ça que l'idée de la Syrie a voulu participer à une solution que semble être la sylviculture mélangée à couvert continu. Donc là, je m'étais pris deux, trois notes de ce que tu disais, mais donc oui, voilà, sur les bois dépérissants, bah, c'est important, je pense, d'essayer aussi pouvoir les valoriser, sachant que ça amène sûrement des appros qui sont pour lesquels il faut être un peu souple. Tu parlais aussi des contrats d'approvisionnement dans ton étude. Et ça, je partage complètement ce qui a été dit. On n'a pas été, je ne crois pas qu'on a été interrogé dans l'étude, mais on n'était pas encore existant, je pense. Mais c'est vraiment, oui, pour les entreprises de transformation, c'est vraiment très important par ce genre de contrat ou en tout cas de session amiable, on va dire, qui permettent vraiment d'avoir une vue, ça sécurise. Et voilà, nous, on est confrontés à ça où dans notre région, les bois sont beaucoup, beaucoup vendus plutôt par appel d'offres. Et c'est un système qui est historique en forêt, mais qui est assez très. Après, nous, on débute aussi, on ne connaît pas forcément tout, mais qui est quand même assez compliqué pour les entreprises, surtout nous, on veut aller jusqu'à garantir de la SMCC, donc ça nous restreint beaucoup les choix. Et quand on est en système d'appel d'offres, en fait, c'est très compliqué parce qu'on est en concurrence aussi avec beaucoup d'exportateurs de bois, même de traders, entre guillemets. Donc, par exemple, il y a eu l'histoire du chêne, maintenant c'est le frêne qui est très très concerné par des ventes. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que plus de 80-90% des frênes actuellement ils partent en Asie. Et du coup, sur des prix qui sont montés très très fort.
On pourrait dire tant mieux pour la forêt, mais pour la filière, c'est un peu compliqué de s'inscrire dans la durée sur les transformations, quoi. Donc voilà, c'est vrai que donc, pouvoir avoir des contrats d'appro et travailler avec les propriétaires et vraiment en filière, vraiment dans une vraie dynamique de filière, c'est hyper important, quoi. Ça manque un peu, je trouve, des fois, de la notion de filière pour. Ouais, c'est un peu chacun dans son coin, des fois, faudrait réussir à améliorer ça, je pense. Voilà. Merci Yvain. Alors, par rapport à ton modèle, une question qu'on souhaitait te poser, c'est pourquoi tu as choisi de te positionner toi, sur la transformation de bois qui provient uniquement de forêts gérées en SMCC. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette voie-là? Bah, ce qui m'a motivé, alors moi, c'est peut-être mon parcours aussi d'avoir été dans on va dire, sylviculteur, quoi, de base, ma formation, elle est en gestion forestière. Donc, j'ai toujours été extrêmement, c'était il y a une vingtaine d'années, hein, j'ai fait mes études, mais j'ai toujours été convaincu par cette façon de gérer les forêts. Ça s'appelait pas la SMCC, c'était la sylviculture. Elle a eu plein de noms différents, cette sylviculture, mais c'était la sylviculture irrégulière, continue, proche de la nature, sylviculture pro silva, futée irrégulière, futée jardinée. Bon, voilà, mais voilà, moi, ça m'a toujours convaincu ça m'a toujours semblé être une réponse à tous les défis de la forêt, que ce soit d'un point de vue économique, avec toute la. Voilà, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, je pense que ça permet de répondre aussi plus facilement aux crises. Quand on a plusieurs essences, il y en a une qui dépérit, il en reste d'autres pour prendre le relais. Ça permet aussi de répondre à toutes les demandes sociétales. Ça permettait, bon, voilà, je ne vais pas refaire tout le truc, mais j'ai toujours été convaincu. Et en fait, en ayant l'idée de monter une série, je ne voyais pas comment ne pas soutenir et mettre en avant cette sylviculture, quoi. C'est vraiment la base, que ce soit moi et mes associés, c'est des convictions personnelles et l'envie de soutenir cette façon de gérer les forêts et de la mettre en avant le plus possible, quoi. C'est vraiment ça la raison principale de se positionner là-dessus, quoi. C'est vraiment la conviction personnelle qu'il faut soutenir cette sylviculture. Et après, on essaie aussi de la mettre en avant et de pousser au maximum que ça puisse devenir comment dire, une sorte de marque ou quelque chose de marketing, entre guillemets, hein. C'était pas le but du tout au début, mais vu qu'on le fait, qu'on a envie, qu'on est fier de cette façon de gérer les forêts, on essaie de le mettre en avant et de convaincre les gens qu'il vaut mieux acheter des bois issus de sylviculture que des bois qui viennent de forêts très industrielles, qui seraient peut-être même pas locales, voire pas françaises, qui peuvent venir de milliers de kilomètres, etc. Merci Yvain. Et pour aller dans le sens-là, comment aujourd'hui tu peux t'assurer dans ton approvisionnement que les bois que tu transformes, ils proviennent bien de forêts gérées en SMCC? Est-ce que par rapport à la traçabilité, tu as développé des outils? Comment vraiment tu peux t'assurer de la provenance des bois? Alors, c'est pas facile, au sens où, pour l'instant, il n'y a pas de. Ce qui pourrait garantir ça, ce serait comme un label, quoi, on va dire, le truc le plus connu sur d'autres productions, mais ça n'existe pas. La SMCC, elle commence à être bien codifiée, on va dire. Après, elle s'appuie sur des principes qui sont quand même bien connus depuis bien longtemps, avant qu'on l'appelle SMCC. Voilà, c'est sur le couvert continu, le mélange d'essence, le respect des sols. Donc, en fait, nous, comment on travaille, en fait, déjà, on a identifié des gestionnaires qui gèrent leur forêt comme ça et qui avaient envie de travailler avec la Syrie. C'est vraiment quelque chose du partenariat. Donc pour le garantir, bon, ça marche sur un système de confiance, mais on demande en fait aux gens à qui on achète des bois, les gestionnaires, les propriétaires, de signer une charte d'engagement sylvicole, quoi, qui reprenne les principes de la sylviculture mélange à couvert continu. Ça, c'est une des façons de le faire, qui est liée à une parcelle, à une achat de bois, ou voire à une forêt en général, à une forêt globale, si la forêt est globalement entièrement gérée comme ça. Donc, voilà, le plus important, c'est que ce soit signé par le gestionnaire. Si on peut faire gestionnaire propriétaire, c'est super. On demande aussi dans les factures, en fait, dans la facture des achats de bois, que ce soit mentionné. Donc, c'est marqué, voilà, achat de l'eau de frêne, tant de mètres cubes, et c'est marqué dessus, ici, distribution mélangée couvert continu, mis en place par l'entreprise. Donc, ça, c'est notre façon qu'on a
d'assurer ça. Bon, après, c'est aussi des forêts qu'on visite, où on connaît les gens, et on sait, il y a beaucoup de gens du réseau, voilà, ProSilva, bon, c'est connu, hein, et également, si on peut, sur ça, on ne peut pas tout le temps le faire, mais sur certaines forêts aussi, on fait le lien avec le plan de gestion, quoi. Ça, c'est plus facile pour les forêts domaniales, parce on travaille avec l'ONF, on commence à travailler avec l'ONF sur. Justement, on a resté un peu compliqué, mais on a réussi à leur demander de nous fournir des bois issus de. Alors, ils vont l'appeler différemment, mais plutôt futaie irrégulière pour l'instant. Ça dépend des gens de l'ONF, mais voilà. Et du coup, là, c'est plus le lien à l'aménagement. Comme ça, on a les bois issus d'une parcelle, et on sait que cette parcelle, c'est clairement marqué dedans comment c'est géré. On essaie de le faire aussi en forêt privée quand c'est mentionné, parce qu'il y a aussi plein de forêts privées où c'est de la SMCC, mais c'est pas marqué comme tel dans le plan de gestion, dans le plan simple de gestion. Donc, dans ce cas-là, il y a la charte. Voilà, Et dans notre charte, il y a aussi, parce qu'on a bien conscience de la situation, les appros sont autorisés en bois dépérissant, sans forcément là faire le. Alors, dans la réalité, on arrive à en avoir beaucoup qui viennent de SMCC parce qu'ils dépérissent aussi en SMCC. Mais s'il y a vraiment une forêt du coin où il y a un dépérissement fort, c'est pas interdit de prendre ces bois-là pour les valoriser. Bon, on s'est dit que ce serait un peu bête de se les interdire parce que c'est dans l'urgence, il faut les gérer, quoi. Voilà comment on fait. Merci beaucoup, Yvain. Ouais, effectivement, c'est très intéressant. Et peut-être une dernière question qu'on souhaitait te poser. On a encore un petit peu le temps. Ça répond vraiment à la question du webinaire d'aujourd'hui. Quelle opportunité, toi, tu procures, selon toi, quelle opportunité tu procures aux propriétaires qui gèrent leur forêt en SMCC? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui sur ton apport voilà, concernant ton modèle? Ah, moi, je pense ce qu'on peut apporter, c'est surtout c'est plus quelque chose, alors c'est pas sans prétention, mais de dire que moralement, on se dit qu'au moins des bois, on peut transformer des bois localement et éviter parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires propriétaires qui nous ont toujours dit que voilà, ils savaient pas où partait leur bois, ce que devenait leur bois après la vente. Et ça rendait quand même beaucoup de gens qui sont personnes. Je crois que j'ai pas rencontré de gens très heureux de savoir que leur bois faisait à la moitié du tour de la Terre pour être valorisé. Donc ça, c'est déjà ce que nous, on peut amener, c'est ça, c'est de valoriser des bois localement. Voilà. Après, c'est mettre en valeur cette sylviculture et cette façon de gérer les forêts. Donc ça, pour nous, c'est très important et je pense que ça peut rendre une certaine fierté aux gens qui font bien leur travail. Alors, je ne veux pas être jugeant pour d'autres sylvicultures, hein, mais en tout cas, nous, voilà, on veut vraiment mettre en avant et valoriser ça. Alors, c'est pas, on parle pas de trucs financiers, c'est vraiment de la valorisation un peu éthique, morale, ou de se dire qu'on peut faire une filière, faire de la valeur ajoutée en France, sur nos territoires, et travailler tous ensemble. C'est vraiment, voilà, c'est une satisfaction plus intellectuelle, je dirais. Après, dans la façon d'acheter les bois, il n'y a pas vraiment, nous, on ne va pas acheter des bois forcément plus cher ni moins cher que le marché. Enfin, ça dépend aussi le marché, parce qu'en fait, le marché, c'est ce que je disais avant, c'est qu'en fait, les bois sont vendus en appel d'offres et du coup, ça peut être très fluctuant. Et nous, on préférerait travailler plutôt à long terme sur des choses moins fluctuantes. Donc, on pourrait des fois avoir l'impression que c'est moins que le marché. Par contre, dans le long terme, ça peut rester plus intéressant au sens où c'est stable, quoi. Voilà. Et on essaye alors. On essaye aussi de travailler sur des valorisations de bois un peu plus secondaires. Euh, bon, c'est pas si simple que ça. Honnêtement, au début, on pensait que ce serait plus facile. Finalement, pour les apprendre en bois, il faut un certain volume, une certaine qualité de bois. Et en fait, ces volumes et qualités sont concentrés sur les essences un peu les plus utilisées, comme voilà, je parle des feuillus, mais chêne, châtaignier, frêne, hêtre, on va dire. Bon, tout ça aussi parce qu'il n'y a pas eu de sylviculture sur les autres essences, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour travailler d'autres essences, il faut un minimum de volume et de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas sur les feuillus dits secondaires. Mais on essaye de réfléchir et voilà, d'aller vers. Mais ça prendra un peu de temps, mais d'essayer de bosser. Par exemple, on essaie de réfléchir à la valorisation du grisard, qui est un peuplier sauvage, forestier local, qui était beaucoup utilisé avant en charpente. Donc on essaye de. C'est un beau pas mal de qualité.
bien mieux que les peupliers cultivés, on va dire, et du coup, on essaye de réfléchir. Mais il faut réfléchir, mais il faut aussi qu'on tourne en même temps, parce que la Syrie est lancée, donc il faut qu'elle soit minimum productive pour qu'elle continue longtemps. Voilà, voilà ce que je peux dire. Bah, merci beaucoup, Yvain. Ouais. Margot, Ouais. Marlène, je vous redonne la parole. Pour nous, c'est terminé pour la partie présentation et Eh échange. ben, un grand merci à tous les deux ouais, pour cette présentation et pour cet échange, premier échange, parce que maintenant on va laisser la parole, si je puis dire, plutôt la main à Marlène pour laisser la parole du coup à nos participants. Je vous rappelle du coup qu'il y a le chat pour poser vos questions et puis on va répondre dans la mesure du possible. Voilà, donc je te laisse la main, Marlène, pour poser les questions à Yvain Oui, et Maxence. oui. Alors, j'ai vu passer pas mal de questions. Yvain, il y en avait une notamment sur le terme SMCC. Oui. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est bien compris par les consommateurs et dans quelle mesure tu as le sentiment de faire un peu de la vulgarisation par rapport à ce terme-là? Euh, je, je pense et on constate, même en tant que forestier, que souvent les consommateurs sont très loin de la forêt, de la gestion forestière. Il y a, même souvent, les gens même peuvent penser que les forêts sont même pas gérées. Donc, le terme SMCC, il faut beaucoup l'expliquer parce que quand on connaît pas du tout quand on connaît la sylviculture, c'est explicite, un peu long, mais résumé en SMCC, voilà. Mais on va dire pour les consommateurs qui ne connaissent pas la gestion forestière, ouais, faut vraiment faire beaucoup de vulgarisation et de communication pour expliquer. Il faut expliquer. Nous, après, des fois, on le résume un peu. Alors, c'est un peu résumé et puis brut, mais on dit, voilà, forêt gérée sans coupe rase pour faire une première accroche et après expliquer le détail des choses. Bon, il y en a à qui ça parle pas plus que ça, hein. Mais il y a aussi il y a des gens qui sont juste satisfaits de faire des choses en bois, même si ça vient de Finlande. Ils ne se posent pas tout de suite la question de la localité. Oui, il n'y a pas que la SNCC, il y a aussi la localité. Il faut faire beaucoup de communication. Dans le bois, c'est pas évident. Les gens, ils comprennent pas forcément les circuits. Voilà, ils sont pas forcément au courant au début de ce qui se passe et comment ça circule. Il faut faire donc de la vulgarisation, effectivement. Mais ça fait le lien avec une autre question qui a été posée, qui demandait s'il y avait des typologies parmi les clients que tu avais, enfin si tu distinguais des groupes entre guillemets de clients. Oui, oui. Bah, il y en a qui accordent pas trop d'intérêt à quoi que ce soit. Ils veulent du bois et puis si ça colle dans les prix, c'est bien. Donc, voilà. Après, on reste aussi une série classique au sens où on fait des sillages que les gens recherchent. Donc ça, c'est voilà, on va dire ça, c'est le client le moins intéressé. Après, on essaie d'expliquer quand même. Mhm. Après, ça va jusqu'aux gens qui connaissent déjà la SMCC, le terme, et qui veulent des bois comme ça, qui sont heureux de trouver. Alors ça, c'est le client le plus formé à tout ça. Mais après, il y a ouais, donc on va dire que nous, nos clients, ça va des architectes aux charpentiers, aux passant par les particuliers. Et donc il y a vraiment, voilà, il y a des gens qui sont très concernés. Mhm. Qui connaissent tout, qui connaissent bien, c'est pas la majorité, et d'autres qui connaissent pas du tout, qui ne ça concerne pas trop. Puis il y en a beaucoup au milieu qui sont pas forcément très au fait du truc, mais dès qu'on leur explique, ils sont hyper convaincus. Voilà. D'accord. C'est Et pas un bon ensuite, argument enfin, quand on explique bien, ça convainc beaucoup de gens, quoi. il y avait une autre question aussi sur ta Syrie. Combien vous êtes d'associés, de salariés et quelle est votre répartition de tâches entre notamment l'approvisionnement, la production et la commercialisation? Ouais. Alors on est trois associés, trois associés, deux associés créateurs, donc Julien, Kikel et moi. Donc Julien, c'est un ami d'enfance, en plus d'être mon associé, qui alors lui, il est ingénieur commercial, on va dire, il n'est pas du tout de la filière bois, donc lui, maintenant, il est de la filière bois, il a appris plein de choses. Donc maintenant, lui, il fait vraiment la partie commerciale. Bon, bah, en ce moment, on fait un peu, vu qu'on vient de lancer, on fait aussi tous de la production, et voilà, mais globalement, lui s'occupe de la partie commerciale, moi, je suis plus de la partie production et appro, en bois. Après, on a trois employés, donc un scieur et deux employés polyvalents, voilà, assez qualifiés, que ce soit en mécanique ou en... Il y en a un qui est plus en gestion du parc agrumes, et l'autre qui est plus à l'intérieur, sur le rangement du bois, le délignage.
Ouais, bon, on n'est pas assez, hein. Il nous manque au moins deux personnes. Voilà. D'accord. Euh, Ah oui, j'ai vu passer aussi pas mal de questions qui, à mon avis, étaient destinées à la fois à toi, Maxence, et aussi à toi, Yvain, par rapport au contrat d'approvisionnement, que c'était pour le coup souvent réservé à des grandes propriétés ou aux grossistes. Et dans le cas de petites propriétés, comment est-ce qu'on pouvait faire cette question, en fait, d'avoir un peu un seuil minimal pour pouvoir faire de la SMCC ou du moins assurer des débouchés, elle revient assez souvent. Euh, est-ce que vous pourriez, enfin, Yvain ou Maxence, répondre à cette question sur les petites propriétés dans le cas de l'approvisionnement? Ouais. Vraiment, la question est très, très pertinente, hein. C'est sûr qu'un contrat d'approvisionnement, de sa définition, c'est une entente voilà, sur plusieurs critères, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment le volume. Donc, sûr que la force d'un contrat d'appro, à la fois pour la partie propriétaire, donc pour la partie fournisseur, c'est d'avoir un volume pour pouvoir aller négocier des conditions intéressantes. Donc effectivement, si une petite propriété ne se regroupe pas, en tout cas son volume, hein, son volume de bois, hein, n'est pas euh, regroupé avec d'autres volumes de bois ailleurs pour avoir un volume assez conséquent, c'est compliqué, effectivement, voilà, avec peu de volume de faire des contrats. Donc non, la question est posée et honnêtement, j'ai pas de... Voilà, à part dire qu'il faut mutualiser le volume avec d'autres propriétaires, avec des structures organisées, j'ai pas de solution. Après, il y a peut-être un. Bon, je parle de notre cas, par exemple, à nous, si on avait ce genre de cas qui arrivait, il y a pas, il y a les comptes, il y a les ventes par soumission, les appels d'offres, il y a les contrats, et entre deux, il y a aussi les ventes amiables, c'est-à-dire que ça peut être, sur ces petites propriétés-là, ça peut être des accords au cas par cas ou annuels sur des volumes qui auraient, voilà, sans engagement contractuel, quoi, juste en amiable. Bon. Après, tout le monde ne peut pas forcément le faire. Mais nous, on marche un peu comme ça. En fait, quand on arrive à faire on a un contrat avec l'ONF, parce que voilà, c'est des plus grosses structures et mais on bosse avec différents experts forestiers sur des contrats, pas des contrats, sur des ventes amiables, quoi. On se met d'accord sur une année, ce qu'il pourrait y avoir comme volume, sur une grille de prix. Mais il faut être c'est plutôt nous, on est aussi pas une très grosse structure, donc ça marche aussi. Tout ça marche quand il y a de la souplesse, quoi. Je pense que si on devient très gros, ça devient beaucoup plus compliqué. D'accord, bah, merci à tous les deux. Maxence, il y avait une question. Est-ce qu'il existe en recherche du coup, de la recherche sur des projets forestiers qui seraient l'équivalent en fait des AMAP pour faire un parallèle avec l'agriculture? Alors, c'est une bonne question, sûrement. Alors, je connais pas tous les projets de recherche parce qu'on a chacun notre discipline. Euh, c'est une bonne question. Je pense qu'il existe des projets de recherche sur ce sujet-là. À demander aux collègues, parce qu'encore une fois, voilà, hein, nous, on a chacun nos disciplines, mais oui, je pense que oui. D'accord. Euh, Ouais, j'allais dire, je vois Yann Clément qui dit qu'il existe une AMAP oui, de chauffage, et ça, ouais, j'avais vu ça avec le RAF aussi, le réseau des alternatives forestières, et j'avais déjà entendu parler de ça. Voilà, c'est une AMAP en bois de chauffage. Je sais pas où, mais dans le sud, je pense. et est-ce que pour revenir sur cette question de l'approvisionnement, Yvain, euh, tu as envisagé d'assurer toi-même l'exploitation des bois, ou du moins de te pencher sur ce volet-là aussi? D'acheter des bois sur pied. Oui, Oui, oui. Alors au début, on l'envisageait pas parce qu'on n'avait pas forcément bon, on n'a pas les capacités en interne, donc voilà, ça nous semblait plus facile d'acheter des bois à bord de route. Mais plus ça va, plus je me rends compte que c'est aussi ça devrait peut-être s'envisager parce que bah, des fois les petits propriétaires n'ont pas forcément pareil le moyen de faire ce genre d'exploitation sur des petites. Et le temps allant, on commence à peu avoir un réseau d'exploitants qui peuvent travailler, qui ont la finesse pour travailler dans ces forêts. Donc ça pourrait, ouais, ça peut. Nous, on l'envisage de plus en plus. d'accord.
Eh ben, je crois que... Alors, il y avait une question aussi sur quelles essences tu étais en mesure de valoriser pour la production de bois d'œuvre qui était destiné au secteur de la construction sur les feuillus secondaires. Mais ça, il me semble que tu en as déjà parlé un petit peu au Ouais. cours de ta discussion avec Maxence. Euh, Margot, est-ce que tu avais repéré aussi d'autres Est-ce, questions? Oui. je, est-ce qu'on a parlé justement du prix de vente? Ah oui. Est-ce que les produits qui sont sciés et donc qui ont cette traçabilité spécifique, est-ce que vous arrivez à les vendre plus cher en fait finalement? Est-ce qu'ils sont mieux valorisés de ce fait-là? Alors, ça dépend ce à quoi on compare. Si on compare les mêmes... Il faut toujours comparer les mêmes essences. Donc, bah, nous, l'idée, c'est de les vendre en tout cas le prix qu'il faut pour que ça marche économiquement. Franchement, c'est assez, peut-être un peu trop naissant pour pouvoir répondre vraiment de manière très, très définitive à cette question, quoi. Bon, pour l'instant, on arrive à vendre des produits dans les prix qu'on s'est fixés, quoi, qui sont pas forcément au-dessus du marché. Ça dépend un peu de. Bon, c'est pour ça aussi notre idée de transformer plus les produits pour concentrer plus de valeur ajoutée dans l'entreprise pour pouvoir faire ce qu'on fait. Parce que par contre, franchement, honnêtement, le fait de faire ça, pour nous, c'est un coût supérieur en fait, au fait de ne pas se soucier de la sylviculture. Parce que c'est pas forcément. En fait, on s'interdit d'acheter beaucoup de bois. Donc, du coup, on se concentre sur, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je pense que ça concerne peut-être 10% du bois qu'on peut avoir auquel on a accès, enfin, sur tout ce qu'on pourrait acheter on va dire, dans le rayon d'appro, en kilomètres, il n'y a que 10% qui peuvent coller pour la sylviculture. Donc en fait, on se limite fortement notre capacité d'appro et du coup, forcément, ça fait que ça nous coûte plus cher d'une manière voilà, un peu automatique, quoi. Donc il faut qu'on s'y retrouve voilà, en transformant mieux, plus. Voilà. Mhm. Et il y a une autre question. Est-ce que ta scierie est capable de valoriser des petits lots et des essences très diverses? Alors malheureusement, j'avais au début envie de dire oui, et puis plus ça va, et plus on est confronté à la réalité économique de la production. Des petits lots, oui, mais d'essences très diverses, maintenant, en fait, non, pour l'instant, non. On a besoin d'un certain volume de bois. Alors, un peu, je sais pas, ça dépend ce que c'est un petit lot aussi. On peut acheter 30 mètres cubes d'une essence. Ça, c'est possible. Mais il faut que ce soit enfin, d'une essence, mais dans celles qu'on transforme, c'est-à-dire elles sont. Pour l'instant, en fait, moi, non, je ne sais pas si je les ai cités, mais c'est chêne, châtaignier, hêtre, frêne et grisard. Mais pour l'instant, on en est là, quoi. Peut-être de l'aulne aussi, mais au début, on voulait faire. Ben, plus on fait d'essence, et plus c'est compliqué après en gestion des stocks, en gestion des process de production. Voilà, il y a plein de trucs qu'on découvre au fur et à mesure. Mhm. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on aimerait. On aimerait bien valoriser toutes les essences. C'est vrai que ça ressort toujours, hein, si on fait de la sylviculture mélangée, on essaie d'avoir des essences mélangées, et du coup, des essences qu'on appelle secondaires. Mais ouais, c'est. Ou alors, pour les valoriser, il faut vraiment qu'elles soient de très belle qualité, en fait, pour pouvoir faire tout simplement des plots. Là, il y aura toujours des gens qui vont chercher un plot de tilleul, de charme. Bon, après, il y a moyen de faire des choses avec tous les bois, hein. Mais ça nécessite un peu de recherche, et puis aussi, après, des appros suffisants. Vraiment, parce que si on travaille le tilleul, il ne faut pas avoir que 30 mètres cubes par an, quoi. Il faut faire une gamme de tilleul, et puis avoir quelques centaines de mètres cubes avec des qualités assez suffisamment bonnes pour pas se retrouver avec des tout petits bois moins beaux. Enfin, voilà, Mhm. Et le siège à façon, du coup, c'est envisageable? Euh, Pas trop. Siège à façon, c'est quand on scie les grumes pour les gens qui ramènent leurs grumes, si c'est bien ça la question. Mais bah non, en fait, non, au début on l'a fait un peu, mais en fait c'est trop compliqué aussi, là. Ça entrave trop les process de production. Une série, ça va quand même bien tourner. Et, voilà, faut pas trop. Voilà, ça, je pense que ça marche pas pour nous. On est déjà un peu trop gros pour faire ça en fait. Ça Mhm. marche plus avec une série mobile ou des choses comme ça. Il y avait une personne aussi dans le chat qui se demandait comment ton projet était accueilli par les autres scieries.
Alors les autres scieries, juste d'ailleurs, malheureusement, et c'est aussi ce qui a amené le projet, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup quand même dans la région. Il en reste quand même. On a rencontré pas mal de skieurs qui sont venus. Bon, les échanges sont bons, quoi. Après, moi, je ne sais pas forcément ce qui se dit après, un peu en off, mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt des gens contents de ceux que j'ai rencontrés, contents qu'il y ait des gens un peu jeunes, entre guillemets, parce qu'on est encore un peu jeunes, qui se lancent là-dedans, dans cette aventure-là, parce que enfin, depuis 20 ans, les scieries qui ouvrent, il n'y en a pas beaucoup, et les qui ferment, il y en a énormément, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt. Mais je pense qu'il y en a tellement plus beaucoup qu'on ne sait pas vraiment de concurrence, quoi. Alors, ceux que je connais qui arrivent à tourner, ils ont plutôt du travail, beaucoup de travail. Donc, Et il y a aussi une personne qui se demandait si le challenge pour toi, ce serait pas finalement de mieux valoriser tes ventes et si tu avais une stratégie dans ce sens-là. bah, si, je pense que ce serait bien. Après, la stratégie, c'est vraiment de convaincre nos clients de vouloir acheter des bois comme ça, quoi. Et après, ce qu'on fait, en fait, on travaille beaucoup, on essaye de beaucoup travailler avec les architectes sur des projets un peu d'ampleur, mais c'est des gens qu'on peut plus facilement, je pense, convaincre à la base d'un projet, en fait. En fait, si dans un projet, c'est demandé que ce soit des bois locaux issus de SMCC, bah là, après, voilà, on pourra y répondre. Et, je pense que ça viendra sûrement sur cette. Je pense plutôt sur ces un peu gros projets, un peu vitrines, des choses comme ça. Donc là, on a passé beaucoup, beaucoup de temps. On a accueilli des dizaines d'architectes déjà à la Syrie. Voilà. D'accord, merci. Euh, oui, alors il y a aussi une question, est-ce que ProSilva travaille sur un label SMCC? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée et que on n'a pas encore tout à fait les solutions pour ça. Donc pour l'instant, on se base beaucoup sur le référentiel qui a été mis en place dans le projet Ascafor. Mais effectivement, c'est une question qui se pose, oui. Euh, ah oui, et donc pour revenir, il y a encore une question sur les feuillus secondaires. Euh, Comment est-ce que tu penses qu'ils pourraient être valorisés au mieux? Est-ce que c'est sous forme de bois en lamellé collé à partir de pré-débit, comme le fait par exemple Manubois avec le hêtre? Alors, je connais pas. Non, je connais la mêlée collée, mais je connais pas Manu Bois. Mais je pense qu'après, je connais pas très bien les process technologiques du lamellé collé, parce qu'on n'en fait pas. Mhm. Mais je pense que s'ils font du hêtre, ils font que du hêtre. Pas ça, c'est quand même des process assez industriels. Donc, je pense qu'ils ont besoin de trucs un peu calibrés, la même essence. Pour moi, il faut réussir à reconstruire des gammes de produits avec ces essences-là. Mais elles ont toutes des qualités, en fait. Il y a pas d'essence sans qualité, hein. Il faut juste retrouver. Mais les transformateurs, ils ont besoin d'un minimum de volume. Ça, c'est vraiment, je l'ai dit plein de fois, mais si on a 4 mètres cubes de charme, enfin, c'est compliqué, quoi, en fait. Donc, en fait, ça prend du temps, je pense, d'essayer de retrouver des usages qu'on peut faire avec des essences un peu oubliées, mais elles ont toutes des usages. Après, il faut réussir à trouver des volumes d'appro suffisants et réguliers pour faire une vraie gamme, quoi. Nous, on a fait un peu, je pense qu'on va refaire, mais des bardages en noln. Donc ça, c'est une essence qui est très très bien en bardage, qui est traditionnelle dans le nord de la France. Il n'y a plus beaucoup de gens qui. Je pense qu'il y a une scierie, la scierie Morisot, dans le nord de l'Aisne, dans le sud du Nord, dans le nord de l'Aisne et dans le sud du Nord. Non, dans le sud de Non, oui, c'est ça, ouais, pardon. Et qui fait ça, mais il n'y a plus grand monde qui le fait, quoi. Ça, c'est un usage qui était traditionnel. Donc le grisard aussi en charpente. Après, bon, il y a tous les. Il y a aussi un enjeu sur les bois de couleur blanche, parce que le frêne est en train de disparaître à petit feu, donc bientôt il n'y en aura plus trop commercialement. Donc peut-être sur les charmes, les tilleuls, enfin, ces bois-là, il y a sûrement quelque chose à faire peut-être dans l'ameublement, des choses comme ça, mais enfin, ça se construit, quoi. C'est quelque chose qui se construit sur un peu du long terme et vraiment des besoins de volume d'appro un peu. C'est un peu contradictoire parce que c'est des feuillus souvent où il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, voilà. Faut sortir de grosses productions industrielles pour valoriser ces essences, je pense. Mhm.
Il y a une personne aussi qui posait la question de l'alisier, par exemple, comme feuillu minoritaire. C'est un bois que tu travailles beaucoup ou. Non, je connais parce que c'est le fruitier forestier je sais pas où ça en est, mais qui se vendait très cher à une époque. Quand je travaillais à l'ONF, je m'occupais de la vente des bois à une époque par ici, oui, ça se vendait. C'est des bois qui pouvaient se vendre plus de 1 000 € le mètre cube en grume, mais je sais pas si c'est toujours autant recherché, je suis pas sûr. Et je ne sais même pas quel était l'usage. Mais c'était des marchés de niche, hein, parce qu'il y en a très peu, hein. Mais ça peut être trouver des valorisations comme ça de niche, ça peut être la solution pour ces essences-là. Je vous propose donc de clôturer le webinaire ici. Encore un grand merci à Maxence et à Yvain, et puis à vous tous aussi d'avoir été présents ce soir avec nous pour toutes ces questions qui étaient vraiment intéressantes. Et puis ben, on vous propose de se retrouver à l'occasion d'un prochain webinaire, et puis sinon retrouver aussi le reste des informations qu'on vous enverra par mail. Voilà, un grand merci à tous et bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir.